Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur RTK. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, nous avons l'honneur de recevoir un des représentants du peuple kurde, Monsieur Manan, qui est le coordinateur du Comité de solidarité internationale pour les droits nationaux du peuple kurde. Monsieur, bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup de votre invitation. C'est la première invitation, j'espère, sera une rencontre fructueuse en espérant qu'on fera beaucoup de choses pour nos deux peuples sans État. Merci, il en est de même. Nous avons aussi le plaisir de recevoir le président d'HRDK. Arsqi, bonjour. Zoul, bonjour Rabah, bonjour Monsieur Malan. Je suis heureux de vous avoir pour cet entretien, voilà, pour parler de nos deux peuples, donc Kabyle et Kurdistan. Je vous remercie beaucoup. Donc, alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est la première fois qu'on vous reçoit, Monsieur Manan, sur la RTK. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter éventuellement? Bien sûr. Écoutez, bonjour à tout le monde, tous les auditeurs, les personnes qui vont voir. C'est vrai, moi personnellement, je suis d'origine kurde, je suis français, donc je suis enseignant-chercheur à la retraite. Je suis arrivé en France il y a très longtemps. Je suis né, tout le monde le sache, dans la région kurde, ça s'appelle la montagne kurde à Afrin. J'ai vécu là-bas, j'ai étudié, donc c'est en Syrie. Malheureusement, actuellement, c'est occupé par la Turquie. Donc ça, c'est pour moi. Mes parents, c'était des agriculteurs. Afrin, c'est une région très riche. Le climat est méditerranéen. On cultive beaucoup d'oliviers, de l'huile d'olive. Si vous avez entendu parler du savon d'Alep, en fait, à l'origine, ça venait de chez les Kurdes, l'huile. Donc, c'est vraiment une région très riche, avec les grenades, les fruits, il a tout ce qu'il faut. Il a le blé, et surtout à Alep, c'est une ville historique. Je pense que c'est l'histoire de l'humanité. Et la cuisine, elle est délicieuse, que ce soit les pâtisseries, tout ce qu'on veut bien. Donc, autre chose, donc, pour le peuple kurde, malheureusement, c'est comme on a les deux peuples, comme le peuple berbère ou amazique ou kabyle, donc on est dans la même situation. Les deux grands peuples qui n'ont pas d'État, par exemple le peuple kurde, malheureusement, on est dans cet État, c'est dû à une injustice internationale après la Première Guerre mondiale. Les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, les Français, les Anglais, les Allemands, etc., lorsqu'ils ont vaincu l'Empire ottoman et les Allemands, ils ont partagé l'Empire ottoman. En partageant l'Empire ottoman, donc il y a eu d'abord un traité, c'était le traité de Sèvres, pour qu'il y ait un État pour les Kurdes, les Arméniens, les Turcs. Et à l'époque, les Turcs, les Arméniens, il a eu le Parti du Progrès, travaillent ensemble pour qu'il y ait des États démocratiques, libres. Mais malheureusement, Atatürk, il a fait un coup d'État. Il a changé sa veste, donc il a forcé les Alliés à changer le traité de Sèvres. Il a eu le traité de Lausanne, qui était en 1923. 23, c'est ça, oui. Donc du coup, depuis là, on a créé des États artificiels. On a créé 4 États artificiels, la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Et ce qui fait le peuple kurde était oublié. Si on regarde actuellement la population du peuple kurde, on a plus de 40 millions d'habitants. Or, si vous regardez les États-Unis, au niveau des États-Unis, on a 149 États. Et ces États, seulement un tiers de ces États ont plus de 40 millions d'habitants. Donc, vous voyez l'injustice qu'on a. Vous parlez des Nations Unies, bien entendu. Absolument. Donc, ce qui fait autre chose, si on regarde le peuple kurde, le pays, le Kurdistan, donc actuellement, il est partagé entre la Turquie, le sud-est de Turquie, le nord de Syrie,
l'Est, le nord de l'Irak et l'Ouest d'Iran. Enfin, en fait, ce qui fait absolument la surface, la superficie du Kurdistan, ça fait 500 000 mètres carrés, soit plus grand que l'Allemagne. Vous voyez, cette injustice. Une autre injustice, si on regarde ces peuples, le Kurde, c'est parmi les plus anciens peuples de la région. C'est le descendant des Mèdes, ça fait 1000 ans avant Jésus. 1000 ans avant les Jésus. Or, si on regarde les Turcs, ils sont venus de l'Asie centrale, 1000 ans après Jésus-Christ. Donc la Turquie, l'Anatolie, c'était donc c'est le pays des Kurdes, des Arméniens, des Grecs, etc., des Assyriens. Donc c'est 1000 ans après Jésus-Christ que les Turcs sont venus, c'est des envahisseurs. Si on regarde les Arabes en Syrie et en Irak, ils sont venus après l'islam. C'est au 7e siècle après Jésus. Donc vous voyez cette injustice. Or, les peuples d'origine, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'État. Autre chose, si on regarde les langues, les Kurdes, ils ont leur langue. C'est une langue indo-européenne, parmi les très riche. Ancien, c'est la famille des langues iraniennes. Or, le turc, c'est une langue turanienne, famille des Mongols. Ça n'a rien à voir. L'arabe, c'est une langue sémite, c'est complètement différent. Donc, ça, vous voyez, c'est cette injustice. Hein, donc, c'est 40 millions de personnes sans État. Et en plus, tous ces États, c'est des États fascistes. Ils essayent d'éliminer le peuple kurde. Mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Donc après, on va continuer. Voilà. D'accord, merci. Merci. Donc là, nous avons appris une bonne nouvelle, parce que c'est un dictateur qui tombe, la chute de Bachar el-Assad. Quelle est votre réaction par rapport à cette chute de ce dictateur? Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Malheureusement, c'est un criminel. C'est lui qui a la Syrie, vous n'avez pas connu. La Syrie, c'est le berceau de l'humanité. C'était vraiment le berceau de l'humanité. Il a toutes les civilisations. Vous connaissez la Mésopotamie, les vestiges de Marie. Il a même Ogarit, là où il a eu les Phéniciens avec l'alphabet, on avait dit. Il a toutes les civilisations. Il a les Hittites. Si vous allez les régions où il a le Kurde, en fait, il a Afrin, il a sur toute la frontière de Turquie. Malheureusement, ce criminel, en fait, pour se maintenir au pouvoir, parce que le père, il est arrivé avec c'était un parti bas, c'était le ministère de la Défense. Il a fait un coup d'État. Dans les années 68, il est resté au pouvoir jusqu'à 2000. Après, le fils, il est venu. Donc, les Syriens, ils pensaient, surtout la femme, c'est quelqu'un de cultivé. Elle est née en Grande-Bretagne. Son père, c'était un médecin. Elle était une informaticienne. Il pensait qu'il est quelqu'un qui a l'esprit ouvert pour aider les Syriens à faire un État. Surtout les Syriens, c'est des gens autonomes, très cultivés. Ils travaillent, il a des ingénieurs, des avocats. Ils ne sont pas des gens fainéants. C'est vrai. Mais malheureusement, c'était le contraire. Donc, pour se maintenir au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rattaché à l'Iran, avec le régime qui est devenu un régime religieux, extrémiste, etc. Donc, ils sont revenus au état de départ entre le chiisme et le sunnisme pour s'entretuer. Donc, il a pillé, il a violé tout. Donc, c'était vraiment une très bonne chose que ça soit parti, parce en fait, il s'est écroulé tout seul. Il s'est écroulé. Pourquoi il s'est écroulé tout seul? Parce que, comme vous le savez, la Syrie, il a une grande partie qui est surtout le nord-est, c'est dans les mains des Turcs, les Turcs avec le soutien des Américains. Il a Idlib, qui a le soutien des islamistes et la Turquie. Il a 3 zones kurdes qui sont occupées par la Turquie. La Turquie, en fait, c'est des criminels. Ils ont occupé toutes les régions kurdes. L'histoire, elle est longue. En fait, quand il a eu Daesh, etc., c'est les Kurdes qui sont battus. D'abord, les Daesh est parti d'Irak. Ils ont commencé, après, à Mossoul, ils ont pris Mossoul. Après, à côté de Mossoul, il y a les Kurdes yazidis. Ils sont allés là-bas, comme c'est des non-musulmans. Il a dit tout était permis. Ils ont violé, ils ont kidnappé. Bref, ils ont volé, ils ont tué je ne sais pas combien. Et après, ils sont venus en Syrie. Et en Syrie, là, c'est les Kurdes qui sont battus. Les Kurdes, il a eu plus de... Surtout, vous devez vous rappeler de Kobané. Il a eu des grands combats. Absolument, oui. Et les Kurdes, ils ont vaincu.
avec l'aide, ils ont vaincu. Et à ce moment, la Turquie a eu peur parce que tous ces terroristes, les islamistes, les fascistes qui sont venus d'Europe ailleurs, etc., ils venaient par la Turquie. La Turquie, qu'est-ce qu'il a fait? Pour empêcher les Kurdes à unifier leur région, la région kurde, c'est tout le nord, sur la frontière turco-syrienne. Il a Afrin, qui est tout à fait à l'ouest, là où je suis né. Après, il a Bab, Jarablos, là où il a l'Euphrate qui entre en Syrie. Ensuite, il a le Sarikani, etc. Donc, il est venu au milieu pour, en fait, empêcher les Kurdes, soutenir le Daesh, empêcher les Kurdes à unifier leur région. Ça, c'était en 2016. Donc, la Turquie a ouvert les frontières pour inonder l'ensemble du Kurdistan, enfin la partie turque. En Syrie, tous ces terroristes, ils venaient en Syrie pour se battre. Pour eux, c'était ils allaient se battre, piller, etc. Et en ce qui concerne les Kurdes, en fait, les Kurdes, ils sont opposés contre ces islamistes, etc. Donc, et leur région, ils étaient dans leur région. Ils voulaient gérer, pratiquer leur langue, administrer, etc. Et la Turquie, comme la majorité des Kurdes sont en Turquie, ils les a empêchés pour unifier leur région. Hein, donc, la Turquie est venue avec les armées, il a empêché ça, c'était en 2016. Et ensuite, la Turquie a continué en 2018, il est venu là où je suis né, ça s'appelle la montagne kurde, d'ailleurs dans toutes les langues. En arabe, c'est le Jabal Kurd, en turc, Kurdar, en français, dans toutes les cartes, parce que la Syrie, c'était sous mandat français. Donc, tout est clair. Il est venu. Et à ce moment, il faut le savoir aussi, la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN. C'est très armé avec les aviations, etc. Donc, il a bombardé vraiment ces criminels avec toutes les armes modernes, etc., pour forcer la population à quitter leur région, les fermes, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu te sauves. Une fois qu'ils sont partis, il a empêché de revenir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les criminels séparés, les Iraniens, les Russes, le Syrien, lui, c'était leur esclave. Il a eu un accord de Damas pour faire venir certains Syriens qui se battaient à Damas de Ghouta avec les familles de ces terroristes pour prendre les villages, les fermes, les maisons des Kurdes. Donc, ils ont occupé. Après, ils ont empêché les Kurdes de venir. Les Kurdes sont allés où? Il a une ville historique qui s'appelle Saint-Siméon, qui est une grande cathédrale chrétienne. Entre Alep, il a la région de Terrafat, qui s'appelle le Shaba. Les Kurdes sont là-bas dans des camps. C'était empêché de revenir. Il avait plus de 200 000, etc. Ils étaient là-bas, ils n'avaient rien. Hein. Et depuis, c'est la terreur. Donc la Turquie, il a mis ses criminels. En fait, ils n'ont ni loi ni rien du tout, parce qu'avant, ils n'avaient pas que les Kurdes. C'est vrai, la population, c'était 100% kurde. La montagne kurde, ça s'appelait d'ailleurs dans toutes les cartes. Mais il y avait d'autres Syriens qui étaient réfugiés parce on pouvait vivre à Alep, ils se battaient dans les autres régions. Donc, il avait des chrétiens, d'autres arabes qui vivaient ensemble. Et ça n'a pas plu à la Turquie. Du coup, elle est venue pour casser tout. Donc, elle les a occupés. Il a mis ses mercenaires islamistes criminels qui n'ont ni loi ni... Et après, ces mercenaires, en fait, ils l'envoyaient en Libye, ils l'envoyaient à Azerbaïdjan, etc., même en Afrique, pour se battre. Et du coup, depuis, jusqu'à maintenant, c'est sous l'occupation turque. Et du coup, ce qui se passe actuellement, c'est vrai, le Bachar, il est parti, c'est une bonne chose pour tous les Syriens. En fait, c'est écroulé. Pourquoi c'est écroulé? L'histoire est longue, mais juste une parenthèse pour comprendre. Comme je disais, la richesse de la Syrie, en fait, il avait un peu de pétrole, là où actuellement la région dans les mains des Kurdes. C'est au nord-est, il avait des terres, c'est la Mésopotamie, il cultivait du coton parce qu'il a l'Euphrate. Donc là, la Syrie n'a pas, c'est les Kurdes avec les Américains qu'ils ont. Au désert, il avait du phosphate, donc il n'a pas. Il avait de l'huile d'olive, etc. dans la région des Kurdes, voyez, il en avait ça. Donc, en fait, la Syrie n'a plus rien. Donc, le régime, il mendiait. Il vivait de la mendicité. En fait, la location, la Russie, il payait les locations pour les ports. Les bases militaires. Les bases, oui. Il a quelques bases à Tartus sur la Méditerranée. Ça s'appelle Tartus. Il a d'autres bases, etc. Sinon, les Iraniens, surtout le Hezbollah, l'Iran qui paie, parce que Hezbollah, en fait, c'est eux qui se battaient pour aller se battre surtout en Iran, etc. D'ailleurs, ils ont détruit le Liban. Si vous regardez,
le régime religieux iranien, c'est des criminels. Ils ont, regardez, détruit le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Or, ils se disent musulmans, c'est des criminels. Si tu es musulman, tu crois à quelque chose, tu dois faire la justice, tu vas aider les gens pour... C'est pas pour détruire, ils ont tout détruit. Bon, pour revenir au régime actuel, donc actuellement, le régime s'est écroulé tout seul. Les gens qui se disent, donc s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire c'est une organisation, un mélange d'anciens Qaïda, Daesh, etc. Mais ce qui est bien, en fait, moi j'ai suivi, hein, donc ils n'ont pas... Il ne faut pas les exactions qu'a fait Daesh ou Qaïda. Alep, pour le moment, il a de l'eau, il a de l'électricité, ils n'ont pas coupé. Mais concernant le peuple kurde, oui. Que pense le peuple kurde actuellement de cette situation? En fait, le peuple kurde, pour savoir ce qui fait, là où il a les forces kurdes, surtout au nord-est, c'est le gouvernement de Hasaka, de Qamusli, etc. Il avait c'était des neutres, le Kurde. En fait, il ne se battait pas contre le régime, il avait, etc. Et comme les fonctionnaires du régime, les militaires sont sortis, c'est eux qui assurent le pouvoir dans la région qu'ils gouvernent. Dans les autres régions, les régions kurdes étaient occupées par la Turquie. Par exemple, quand il a eu ces militaires qui sont arrivés à Alep, tout de suite, Turquie, là où il avait les réfugiés kurdes dans la région d'Alep, qu'est-ce que la Turquie, tout de suite, a envoyé ses mercenaires islamistes pour forcer ces populations, ces réfugiés qui étaient kurdes, pour aller dans d'autres régions. Donc il a fait ça. Et actuellement, ce que fait la Turquie, une fois que Tahrir al-Sham il a pris le pouvoir à Damas, en fait, il a pris tout, lui, il s'est enfui. Et la Turquie, actuellement, il se bat. Il arme ses mercenaires, ils se battent contre les Kurdes dans la région de Jarablos. Donc actuellement, ça continue absolument, oui. D'accord. D'ailleurs, on ne parle pas des peuples kurdes, on parle du peuple kurde. C'est le peuple kurde. Il n'y a qu'un seul peuple kurde. Absolument. Il y a des gens qui disent... Non. La langue, c'est la même langue. Ce qu'il a, même vous devez le savoir, en France, avant, il avait deux dialectes. Il avait l'occitan, il avait le franc, etc. Avant l'enseignement dans les universités, c'était en latin. Oui. Après, ils ont unifié. Un roi, il a dit ça suffit, donc ils ont fait, c'est vrai, il y a des divergences, mais tout le monde se comprend. Parce qu'il n'y a pas eu d'État, il n'a pas eu la... D'accord, en ce qui concerne les Kurdes, c'est la même langue. C'est exactement la même langue, le même peuple... C'est le même peuple, c'est la même langue, c'est le même coutume, culture. etc. C'est pareil. D'accord, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. À Arskay, on va revenir donc à la Kabylie. Et, à ton avis, la chute de Bachar el-Assad... Je dois d'abord remercier M. Maman du détail qu'il nous a donné sur tout le peuple kurde. Hein. En parlant de sa ville natale, Ifrine, moi je vois la Kabylie parce qu'il parle d'huile d'olive, il parle du grenade, donc c'est exactement la Kabylie. Il y a beaucoup de similitudes en fait entre ce qui se fait, enfin la culture, la civilisation kurde et celle kabyle, hein, et notamment le découpage donc du Kurdistan en plusieurs régions, ce qui est arrivé aussi pour les Touaregs en Afrique du Nord, hein, qui sont éparpillés sur... les Amazirs en Afrique du Nord entièrement, comme les Chaouis, comme les... non, le peuple Touareg, c'est spécial. Non, le peuple Touareg, c'est spécial, d'accord. Bon, les Kabyles ne sont pas éparpillés sur différents États. Non, je parle de Chaouis, je parle de Touareg, et je parle d'autres... Oui. On parle des peuples Amazirs, d'accord, d'Afrique du Nord. Oui. Le peuple Touareg est spécial, d'accord, parce qu'il a été divisé exactement de la même façon que le Kurdistan en plusieurs États. D'accord. Le Kurdistan a été divisé en 1920 par les colonisateurs anglais et français en 4 pays. En Turquie, c'est là où il y a la majorité des Kurdes, en Syrie, en Iran et en Irak. D'accord. Bon, le cas des Touaregs et Mouchard, ils ont été divisés entre l'Algérie, la Libye, le Niger, le Mali et une partie en Mauritanie. Voilà. Donc ça, il faut le signaler. Il y a beaucoup de similitudes entre la vie, les problèmes, si vous voulez, qui ont survenu après la colonisation française en Afrique du Nord et ce qui s'est passé aussi donc
Contre le peuple kurde. Contre le peuple kurde, voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est d'une chose. Ensuite, bon, tout ce que M. Alan nous dit sur les exactions qui ont été commises par les Turcs, notamment vis-à-vis des Kurdes, c'est exactement ce que les peuples amazirs vivent aussi en Afrique du Nord. Bon, on peut parler effectivement, donc ici, moi je suis là en tant que membre de HRDK, donc Human Rights Defense Kabylia, hein, donc on parle de la Kabylie, mais ça ne nous empêche pas de parler un peu de tout ce qui se passe dans le monde. Nous, on est pour les droits de l'homme, pas spécifiquement pour les Kabyles, d'accord. Bon. D'autre part, donc, concernant donc, tout ce que M. Aman donc, nous a dit sur le peuple kurde, on le vit aussi. On le vit de la même façon. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans le monde, en effet, il y a bien deux grands peuples, qui sont le peuple kurde et le peuple amazigh, en général, donc, qui sont des peuples sans État. Et ça, c'est important de le dire. Donc, sans parler, si vous voulez, de leur histoire. Donc, M. Aman parlait des Kurdes donc, qui étaient là 1000 ans avant Jésus-Christ. De même, la civilisation kabyle, amazigh en général, est aussi vieille, donc elle date de moins de 3000 ans. D'accord. Donc tous les peuples qui sont venus par la suite, autant en Asie, enfin pardon, en Proche-Orient, donc dans la région donc, de la Syrie, de la Turquie, les Grecs, etc., c'est des peuples qui sont venus donc après les Kurdes. Comme aussi donc en Afrique du Nord, bon, les peuples qui sont venus, enfin les peuples... le peuple en fait en Afrique du Nord, c'est toujours des peuples amazirs. Bon. Mais aujourd'hui, les gens qui vous disent l'Afrique du Nord c'est des pays arabes, bon, officiellement c'est le cas, c'est ce qu'on dit. Ben, tous ces gens-là qui viennent apporter cette nouvelle civilisation, disons, entre guillemets, ce sont des peuples qui sont venus après. Voilà. Donc les origines, ce sont bien les peuples. D'accord. Quand tu dis officiellement, bon, voilà. L'officiel voilà. n'est qu'une vision subjective. Malheureusement, dans le monde entier, des personnes. Les pays occidentaux voient les pays d'Afrique du Nord comme étant des pays arabes. Oui, mais il y aurait eu un gouvernement au Kabyle, voilà. Il le verrait autrement. Je reviens à ma question à Arsqi. Quel est l'impact sur la Kabylie ou bien l'Algérie de la chute de Bachar el-Assad? Bien entendu, on ne peut que se réjouir de la chute d'un dictateur. Hein. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que c'est pas le premier, et ça c'est important de le noter. Donc il y a eu, si on remonte un peu dans l'histoire récente, il y a eu Saddam Hussein qui est tombé, donc un grand dictateur. Ensuite il y a eu Kadhafi qui est tombé. Bon, maintenant c'est Assad. Il y a eu aussi celui de Libye, le petit dictateur de Libye, enfin pardon de Libye, Tunisie, voilà. Voilà, donc c'est bien. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est que la Syrie continue et que l'Algérie, la dictature algérienne, tombe aussi. Voilà, c'est notre souhait. Et je pense que on peut penser d'une façon légitime que cela va arriver. Voilà. Parce que une dictature, sa finalité, c'est de tomber. Voilà. Donc, parce qu'on peut faire autant d'exactions qu'on veut, on peut instaurer une chape de plomb autant qu'on veut, à un moment donné, ça se casse. Et c'est ce qu'on a vu avec Saddam Hussein, avec Kadhafi, etc. Bon. Et ces dictateurs-là se finissent toujours mal. Saddam Hussein a été retrouvé dans un trou à 5 mètres sous terre. Kadhafi, il a été tué dans des égouts. L'autre, Ben Ali, il a fui, etc. Donc, vous voyez, donc, ils finissent toujours mal. Donc. Et je suis convaincu qu'en Algérie, bon, si la dictature se maintient comme elle est aujourd'hui, eh ben, elle finira de la même façon. Voilà. Donc on ne peut que se réjouir de cette chute de Bachar el-Assad. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus se voiler les yeux. La situation n'est pas du tout claire non plus. Hein, bon, parce qu'il y a un dictateur qui part, il y a des islamistes qui prennent le pouvoir. Donc maintenant, c'est peut-être le moment pour les Kurdes de saisir l'occasion pour former, donc revendiquer au niveau international, pour former un État. Mais penses-tu qu'il y a un impact, il pourrait plutôt y avoir un impact direct sur le peuple kabyle? L'impact direct, le peuple algérien? Il n'y a pas d'impact direct. Bon, on est comme assez éloigné. Seulement, bon, ça donne quand même de l'espoir au peuple opprimé en général. Parce que l'Algérie, quand même, était l'allié de Bachar el-Assad. Oui, l'Algérie est alliée avec l'Iran, avec la Russie, avec toutes les dictatures du monde. Hein. Bon, il n'y a pas trop de lien avec la Corée du Nord, mais bon, ça viendra peut-être. Bon, d'accord.
Mais bon, ça, c'est pas le problème. Ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, moi, ce que je souhaite, c'est que les pays occidentaux aident les Kurdes, parce que c'est vraiment une injustice monumentale qui est faite au peuple kurde. Hein. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait pour lutter contre Daesh, on voit justement, il y a aussi une similitude qu'il faut noter, c'est le rôle de la femme kurde et de la femme kabyle. Hein. On sait que, on a vu ça récemment, les femmes kurdes ont pris les armes pour lutter contre Daesh. Hein. Et en Kabylie, on sait aussi, historiquement, que des femmes ont pu mener des troupes de guerriers, etc. Donc ça c'est important à noter. Ok, merci. Pour ajouter deux mots, en fait, les deux régimes, le régime algérien, le régime syrien, c'est des régimes militaires. Moi, je connais un peu le régime algérien, comme j'étais coopérant. Pendant 6 ans, je connais un peu. J'ai vu malheureusement, l'Algérie, c'est un grand pays, très riche, naturel, il a du gaz, il a des intellectuels, des gens très compétents. Ils peuvent, c'est peut-être comme le paradis. Si vous regardez actuellement les pays du Golfe, moi je suis allé voir, ils ont développé, regardez les Émirats, etc. C'est le désert. Ils ont eu le pétrole, mais ils ont bien utilisé, tout le monde en bénéficié, et c'est devenu comme le paradis. Il faut aller visiter. L'Algérie, malheureusement, cette richesse, il a le gaz, il a le pétrole, il a la nature, ils peuvent être un paradis développé, mais mieux que la Chine. Mais malheureusement, ils ont, comme c'est des militaires, ils utilisent cette énergie qu'a la jeunesse, avec la recherche, etc., ils n'ont pas développé. Donc c'est un régime militaire, ça va dans leur poche. C'est un régime militaire mafieux. C'est pour ça que ça va dans leur poche, justement. Moi, j'ai vu. Le régime militaire, ça peut être un régime militaire qui va dans le sens du peuple, malheureusement, ça va de son pas. peuple, mais là, c'est un régime militaire et mafieux. Moi, personnellement, je l'ai vu au niveau de l'université, c'était vraiment honteux. Parce qu'en fait, à l'université, là où j'étais, il y avait seulement 2 personnes qui étaient nommées officiellement. Il y avait des Vous étiez dans quelle université? J'étais à Tiaret. À Tiaret pendant 6 ans, de 82 à 88. Il avait la présidente, Madame Kubir, c'est une chimiste. En fait, il avait c'est vraiment honteux. Quand je suis descendu à la cave pour voir, parce que je voulais équiper les laboratoires pour faire le même niveau qu'en France en physique, en chimie, des équipements en chromaton, spectre, etc., en physique chimique. Quand j'ai vu, j'avais envoyé des militaires pour acheter du matériel, c'était honteux, tu ne pouvais rien en faire. C'est du gâchis. Parce qu'ils ne sont pas compétents, ce n'est pas leur domaine. Donc, après, pour savoir, donc, j'ai équipé, j'ai acheté, on est arrivé, à la fin, ils ont volé pour aller à Tlemcen. Donc, j'ai vu tout ça. Hein, les collègues, malheureusement, donc c'est dommage. C'est dommage. Le pays, peut-être, regardez la Chine, comment s'est développé. Dans les années 70, il n'y avait rien. Hein, maintenant, ils sont les premiers. Tout ce qu'on achète, c'est chinois, etc. Donc, il a beaucoup de choses à faire. Oui, enfin, la Chine non plus n'est pas une démocratie. Oui, mais ils sont ils aiment leur pays, ils développent. Tout ce qu'on achète, c'est chinois. En Algérie, qu'est-ce qu'il a comme produit chinois développé, effectivement. Non, ça reste un pays moyenâgeux, c'est clair. Ça reste quand même un pays moyenâgeux qui ne produit pas, mais qui essaie de consommer, mais qui ne produit absolument pas. Là, on va passer à une autre question. Il y a de plus en plus dans le monde des violations graves des droits humains. Et les peuples sans État sont les premières victimes de ces faits. Le peuple kurde et le peuple d'ailleurs kabyle est dans cet état-là de victimes. Pouvez-vous éventuellement nous parler de ces violations et de ce qui vous en fait, ces violations sont vraiment flagrantes dans le cas du peuple kurde. En fait, c'est malheureusement, comme j'ai déjà dit, le peuple kurde, le peuple kabyle, on était des gens bons, on avait l'esprit ouvert. On pensait qu'il avait de la place pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est vrai, vous avez un seul ennemi. C'est les régimes militaires, je ne sais pas, arabes, etc. Mais nous, on en a 4. 4 régimes fascistes. Les Turcs, les Arabes, les personnes, donc que ce soit religieux ou militaires, ils veulent carrément éliminer les Kurdes. Ils ne veulent pas. Ils n'admettent pas la différence. Or, la nature, c'est divers. Quelle que soit l'idéologie, etc. Normalement, dans la nature, c'est comme ça. Il y a de la place pour tout le monde. Mais eux...
par exemple, il a eu, si on prend les Kurdes sont révoltés, après la première guerre mondiale, lorsque leur pays était partagé, il a eu le Cheikh Saïd en 1921, il a eu la République d'Ararat en 27-30, il a eu le Dersim. Dersim, ils sont des Kurdes, mais c'est un peu pas tout à fait sunnite. Et là, il a massacré carrément. Ils ont massacré carrément, juste pour comprendre leur mentalité des Turcs. Il avait un grand... c'était un médecin vétérinaire de cette région de Dersim, mais c'était enfui en Syrie. Il est venu, je l'ai connu avant de venir en France, dans les années 70. Il a été enterré chez nous, à Afrin. Lorsque les Turcs sont entrés à Afrin, qu'est-ce qu'ils ont fait deviner? Ils sont allés profaner son tombeau pour enlever les réseaux, c'est amené en Turquie. Vous voyez la mentalité? C'est vraiment des criminels qui ne respectent ni les morts, ni etc. C'est exactement la première ce qui chose, se passe. Non, mais la première chose, ils sont allés pour profaner le tombeau, prendre les os, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. C'est vraiment des sauvages, donc il n'y a pas pour dire, donc ce qu'ils font, pour l'état actuel, pour les Iraniens, ce qu'ils font, la fille qui s'est battue, c'était jeune, donc c'était une fille kurde. Pourquoi on l'a tuée? Parce qu'elle n'a pas mis le voile. Elle a refusé de mettre le voile. Non, c'était une Kurde, c'est elle qui a déclenché la révolution des femmes iraniennes. On l'a tuée, etc. En Irak, c'est pareil. On sait juste autre chose pour comprendre. Par exemple, en Syrie, là où je suis né à Afrin, quand j'ai fait mes études secondaires là-bas. Donc, j'ai fait les études secondaires. Donc, il en avait, en fait, on était espionné par le service de renseignement. Au collège, je me rappelle, il avait un professeur de renseignement de quel pays? En Syrie. De Syrie, collège. Moi, j'ai fait le collège et le lycée. Après, je suis venu en France pour faire mes études supérieures. Il avait un prof arabe, il était un Syrien normal. Il a dit, Salahdin, c'est un Kurde. Et le lendemain, le pauvre, il était en prison. Donc, on ne pouvait pas dire. Donc, comme j'étais jeune, j'ai fait mes études, on était des éléments indésirables. Il fallait les éliminer, pas de droit à la bourse. La faculté de l'aviation, de l'armée, ils n'avaient aucun droit. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arabisé les noms. Par exemple, mon village s'appelle Matina, c'est un nom kurde. C'est devenu, ils pensaient, les idiots, que ça venait de français, la matinée. Donc, ils ont mis Doha. Donc, c'est complètement débile. Un enfant, tu ne peux pas lui donner un nom kurde. Tu ne peux pas parler, les gens, etc. Et le pire qu'ils ont fait dans la région... en fait, comme j'ai dit, les Kurdes le pays était partagé. Si on prend la région kurde actuellement entre la Syrie et l'Irak, ils sont sur la frontière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour isoler les Kurdes de Syrie, de Turquie et d'Irak, ils ont amené des Bédouins du désert. Ils ont mis sur la frontière la région qui est riche en pétrole, à 10 km sur toute la frontière pour isoler les Kurdes. C'est des Bédouins. Et ces Kurdes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont déchu de leur nationalité. Tu n'as aucun droit. Tu ne peux pas vendre. Tu peux acheter des apartheid. Aucun droit. Et après la révolution 2011, on aura donné le droit pour dire qu'on a reconnu. Donc, ils n'avaient aucun droit. Et c'est arrivé en 1973. Vous voyez? Tu n'as aucun droit, etc. 50 ans. Ah oui. Donc, tu n'as aucun droit. En Turquie, qu'est-ce qu'il a fait les Turcs, le régime turc? Donc, en fait, il déplace les Turcs de la région. Les Kurdes, c'était surtout le sud-est. Il les a interdits de parler. Il n'a pas de langue. Donc là, c'est le minimum de droits humains. Au tribunal, tu ne peux pas parler. Même actuellement, les maires parce qu'ils sont kurdes, il a fait démissionner, etc. Parce que tu es kurde, il t'accuse de tuer de PKK ou tuer, etc. En fait, c'est ce qu'on a aussi chez nous. Hein. Donc, il y a bien une tentative de totalement effacer la langue kabyle, la langue amazigh en général. Tu n'as pas le droit. Non. Chez nous, l'État essaie de le faire. Seulement, on résiste. Donc, il n'y a pas les gens qui parlent dans la rue. Il y a aussi tous les artistes qui s'expriment. Ils utilisent absolument leur langue maternelle. Donc, ça, c'est important. Je pense que les Kurdes aussi font de la création dans leur langue. Et c'est ça qui est important. C'est que si la dictature vous empêche d'utiliser votre langue, eh ben, il y a toujours des moyens de contournement de faire vivre cette langue. Et c'est comme ça que notre langue vit depuis des milliers d'années. Mais les Kurdes, quand même,
un média, ont des médias de communication. Il en a. Bon, oui, heureusement, actuellement, on a avec l'Internet, beaucoup de médias. Il a des télévisions, il a des médias, etc. Il a la prise de conscience. Avant, c'est grâce aux nouvelles technologies, l'Internet, etc. Il a les télévisions, les satellites. C'est vrai, avant, on cachait, on tuait, on massacrait. Par exemple, je sais pas, vous savez, en Iran, il a eu la première république kurde, république de Mahabad, c'était Khadi Mohammed, il l'a fait. Mais malheureusement, ils sont tous unis pour massacrer. Donc, c'est les Iraniens, le père du Shah d'Iran, etc. Mais actuellement, il a eu la révolution de Barzani aussi, je vous ai dit. Malheureusement, c'est le criminel Boumediene. C'était le traité d'Alger en 1975. Il a réconcilié le Shah d'Iran avec le Saddam Hussein sur le dos des Kurdes. Les Kurdes ils pensaient qu'avec tous l'Algérien qui sont battus pour leur liberté, etc., contre la France, qu'il allait penser aux Kurdes. Malheureusement, non. En fait, il y a une chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant qui est importante, c'est la notion musulmane. Ça, c'est important. Ce qui fait le lien entre Boumediene, l'Iran et Saddam Hussein, etc., c'est l'islam. Voilà. En fait, il y a une idéologie arabo-musulmane. Donc, les Iraniens ne sont pas arabes, mais on les met un peu dans le même lot, hein, pour imposer, revenir un peu à un État, comment dire, à une communauté, la Oumma islamia, qui irait, comme dans le temps, de la Turquie, hein, et même au-delà, donc dans les pays européens, en Autriche, pour aller donc couvrir toute cette partie-là jusqu'en Afrique du Nord. Donc c'était l'Empire ottoman dans le temps. Donc là, ils ont toujours, ces régimes aujourd'hui, ont toujours en tête de recréer cet empire. À mon avis, voilà. C'est des hypocrites, ça n'a rien à voir avec la... Moi, je connais bien la religion. Ils utilisent, ils instrumentalisent la religion. C'est qu'ils disent, mais c'est l'hypocrisie. Le Shah d'Iran, c'était pas musulman, il massacrait, il avait le savak, etc. Mais Boumediene aussi n'était pas vraiment un intégriste. Il a fait, je crois, l'école... Il a fait l'Azhar, il a étudié. Oui, il a étudié au Caire, à l'Azhar. Oui, c'était pas vraiment un... Attends, le Caire, comme c'est le fief des frères musulmans, je suis désolé. Il a été biberonné à la bonne source, je suis désolé. Non, Saddam Hussein, en fait, il mélange le nationalisme, etc. Il utilise l'islam comme moyen pour y réprimer cette aujourd'hui. Tout à fait. Comme actuellement les criminels. Saddam, lui, c'est un ba'athiste. Ils s'en foutaient carrément de l'islam, etc. Le Shah d'Iran a tué aussi. Mais quand il est, comme tu dis, on est des musulmans, etc., pour la poudre aux yeux, pour utiliser l'islam contre les peuples, contre les Kurdes. Même le Kurde, celui qui se révoltait, s'appelait Mullah Barzani. C'était quelqu'un de très pieux, etc. Tu avais des chrétiens qui vivaient avec lui, des juifs, quelqu'un de très bien. On pouvait même Khadi Mohammed, c'était... Oui, mais il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un soit pratiquant, pieux, etc. Ça ne pose aucun problème. Hein. Donc on peut très bien être musulman et puis respecter les autres religions. En Kabylie, on connaît ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Seulement les gens qui aujourd'hui instrumentalisent l'islam, c'est à des fins politiques. Hein. Mais bien sûr. Tous ces gens-là, les Boumediene, tous les gens qu'on a eu chez nous, on les connaît, on connaît leur vie. C'est des gens qui sont plutôt de mœurs plutôt légères. Hein. Boumediene, on connaît la vie de Boumediene, on connaît... Voilà. D'accord, merci messieurs. Il faut vraiment qu'on avance parce que sinon on va arriver à 3 heures d'émission et là c'est trop. Serait justement la même question sur les violations graves des droits humains qui se font de plus en plus intenses et fréquents dans le monde, notamment sur le peuple kabyle. Oui, maintenant, pour parler du peuple kabyle, effectivement. Rapidement. Donc il y a une accélération depuis ces dernières années. Hein. Donc les Kabyles, en fait, si on remonte un petit peu, les revendications remontent au moins à 70 ans depuis la crise berbériste dite berbère de 1949. Voilà. Donc depuis ce moment-là, il y a un malaise en Algérie, chez les nationalistes algériens, sur la question berbère. Ça, donc c'est connu. Maintenant, depuis avec les 80, donc depuis le printemps à Mazir, donc de 80, il y a donc une demande qui est plus forte, donc de respect de la démocratie, des droits humains, etc. Depuis 2001, les choses sont aggravées parce qu'il y a eu un massacre en Kabylie qui fait que le fossé qui existe entre le régime algérien et la Kabylie se creuse de plus en plus, hein, et davantage depuis l'arrivée de Tebboune
à la tête du régime. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de prisonniers kabyles, de prisonniers politiques. Là, le régime algérien actuellement... Ou identitaires, prisonniers kabyles politiques ou identitaires. Il a dépassé toutes les limites. Toutes les limites, hein. On n'a jamais eu, dans un seul procès, 50 condamnations à mort. Ça n'est jamais arrivé. Même du temps des Français, il n'y a jamais eu de condamnation, autant de condamnations à mort. Pour la même affaire. Pour réduire cette sentence à Guy, ou le nombre de condamnés à 38. Oui, mais à savoir, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il distribue des condamnations à mort. Comme il distribue des petits pains, des rien du tout, quoi. Je veux dire, condamner à mort quelqu'un, c'est banal. Ils ont embrassé une partie alors qu'ils les avaient condamnés au début. Oui, comme il peut mettre n'importe qui n'a absolument rien fait de mal. Donc on peut citer des noms, Tafarka, Kamel Sid, je sais pas, Chitmlal. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont commis aucun délit et qui se retrouvent aujourd'hui entre quatre murs. Bon, ça c'est vraiment des dépassements intolérables. Donc nous pensons très fort à nos condamnés. Le régime algérien, il a vraiment dépassé toutes les limites. Qu'ils soient d'ailleurs kurdes ou qu'ils soient kabyles. En fait, justement, pour les Kurdes, malheureusement pour la Turquie, ce qui est grave, c'est des maires des grandes villes qui sont élus, etc., au-dessus, etc., où les démissions on remplace par des fonctionnaires. Pourtant, ils sont élus, il n'y a rien. On va les accuser. Vous faites partie du parti des travailleurs de Kurdistan, etc. En Iran, toute la majorité de ceux qui sont emprisonnés, c'est des Kurdes. Soit qui se battent contre le régime parce que c'est religieux, soit des femmes, etc. Beaucoup d'étudiants. Ils les massacrent parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. En fait, ils te laissent, il n'y a ni liberté, ni droit humain, ni rien du tout. Malheureusement, en Irak, maintenant, ça va un peu mieux parce que heureusement qu'il a le gouvernement du Kurdistan, etc. Mais malgré ceci, il y a autre chose. Il y a un autre qui est beaucoup plus grave, la Turquie avec ses drones. Les Iraniens, avec leurs milices chiites, etc., ils ont tué je ne sais pas combien d'entrepreneurs. Ils vous bombardent. Vous êtes chez vous. J'ai tous les noms avec des entrepreneurs, etc. Ils vous tuent, vous êtes dans la voiture, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que le peuple kurde a des alliés et qui l'aident financièrement et militairement? Bon, malheureusement, il n'a pas. Il a un proverbe kurde dit les Kurdes, le seul allié, c'est la montagne. C'est l'allié du peuple kurde. Malheureusement, on a... on a parlé au bout d'un moment des États-Unis qui étaient... en fait, je pense... Les Américains. Oui, les États-Unis ou l'Europe, etc. Il faut comprendre, c'est grâce aux Kurdes, les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Syrie, les Peshmerga d'Irak et les Kurdes de Syrie. Il y a eu plus de 10 000 jeunes qui sont sacrifiés pour battre Daesh. Malgré ce, tout le monde a connu, Koubani, etc. Malheureusement, donc ils n'ont rien fait. Un seul exemple pour comprendre, en 2017, les Kurdes d'Irak, c'est grâce aux Kurdes d'Irak que l'Irak existe. Après l'invasion d'Amérique en 2003, etc., il a une constitution. Normalement, il devait avoir les Kurdes de roi, les sunnites, les chiites. Malheureusement, les chiites sont majoritaires. Ils sont avec les Iraniens qui gouvernent. Donc, ils coupent les salaires des fonctionnaires. Les Kurdes n'ont pas le droit de vendre leur pétrole. Tout le pétrole, ça vient des villes. Bon, il y a une grande partie du Kirkuk, qui est une ville kurde, disons, arabisée. Ça vient d'autres régions, etc. Ils n'ont pas le droit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va faire un référendum. On va faire un référendum, demander à la population si vous voulez être rattaché à l'Irak ou bien on prend notre autonomie. Et le Barzani, il a demandé à tout le monde. Or, le résultat du référendum, c'était combien? C'était 82-73%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a soutenu les Kurdes, ni les Américains, ni l'Europe pour les alliés. Et personne n'a soutenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les ennemis des Kurdes, la Turquie, l'Irak, la Syrie, l'Iran, ils se sont mis d'accord, armer ces milices chiites, envahir les régions kurdes, surtout Kirkuk. Ils ont chassé les Kurdes parce qu'il y a des zones, on dit les zones disputées. Là où il a historiquement, c'est des zones kurdes. Ils ont arabisé, chassé les Kurdes. Pour les remplacer par une autre population? Non, bien sûr, des Arabes, oui. Donc là, voilà, pour le moment, il n'y a pas d'alliés. Justement, là, on est dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale
internationale des droits de l'homme, n'est-ce pas? Droits humains. Droits humains. Eh bien, c'est l'occasion justement de protester d'une façon vraiment solennelle et vigoureuse contre ces pratiques des pays démocratiques, donc des pays occidentaux, qui, pour des questions, disons, de stratégie régionale, hein, donc soutiennent la Turquie contre les Kurdes, par exemple. Eh bien, de la même façon aussi, soutiennent des régimes comme le régime algérien contre les Kabyles en Afrique du Nord, uniquement pour avoir une stabilité dans la région, pour avoir le cas algérien, etc. Donc pour des raisons tout à fait matérielles et qui n'ont aucun lien avec les droits humains, il faut absolument les dénoncer. Donc tous ces pays d'Europe qui ne soutiennent pas les Kurdes, il faut les dénoncer. C'est pas parce que la Turquie, c'est pas parce que la Turquie est un grand pays, est une armée forte au sein de l'OTAN. Voilà, c'est pas une raison. La Turquie demande à faire partie de l'Europe. Ben, elle a été refusée parce que c'est une dictature qui est islamiste, et ça c'est important, et qui peut vraiment chambouler l'équilibre européen si elle fait partie de l'Europe. Voilà. C'est une dictature déguisée sous un régime démocratique. Non, mais ça on le sait maintenant. Pour préciser, voilà, donc en fait, la Turquie c'est la deuxième armée de l'OTAN. C'est vrai, avec l'OTAN, les Américains, les Canadiens, les Européens, etc., ils ne veulent pas se fâcher avec la Turquie, ça c'est premièrement. Or, tout le monde sait, c'est la Turquie qui a financé Daesh, Qaïda, etc., pour entrer en Syrie, etc. Ils profitent, il a ça, et le régime iranien, etc., comme ils ont le pétrole, etc., les Irakiens, ils ne veulent pas se fâcher contre eux. Donc, malheureusement, les Kurdes, on est des orphelins. On n'a pas de soutien, que ce soit le droit humain, le droit de l'homme, il ne soutient pas. Alors, donc, de la même façon, j'aimerais donc ajouter un mot par rapport aux Kabyles. On sait l'apport des Kabyles à la France, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur beaucoup de plans. Donc, des Kabyles qui ont construit la France, ça date depuis un siècle. Hein. La première ligne de métro parisien a été construite en partie par des Kabyles. Et ça, les Français le savent. Par contre, quand il s'agit de défendre les Kabyles, eh ben, il faut absolument rien. Et ça, il faut absolument le dénoncer. Il faut que le pouvoir français, l'État français, ouvre un peu les yeux et voit qu'en Kabylie, la Kabylie, ce qu'elle défend, c'est des valeurs universelles, c'est les droits humains, c'est la laïcité, c'est le droit en général. Et qu'on a en face une dictature qui opprime ce peuple-là, et la France se ferme les yeux uniquement parce que, voilà, pour des raisons uniquement, on va dire, économiques, voilà, stratégiques. Voilà. Justement, là, ça enclenche sur la prochaine question. Pourquoi tous ces États sont contre nos peuples, que ce soit le peuple kurde ou que ce soit le peuple kabyle? En premier, M. Manan. À mon avis, maintenant c'est clair et net. Donc si on regarde, les Kurdes ont l'esprit ouvert. Ils ont vécu avec les Arméniens, les Juifs, les Arabes, les Turkmènes, les Azeris. Si on prend en Syrie, donc il y a les Assyriens, les Arabes, les Turkmènes, les Tchèques. Donc ils veulent des États de droit. En Turquie, c'est la même chose. Malheureusement, c'est des dictateurs. Donc ils veulent des États de droit, que tout le monde puisse pratiquer sa langue, se gérer comme en Suisse. Regardez, en Suisse, on a des Français, des Allemands, des Italiens, ils vivent comme des gens civilisés, etc. Et pourquoi on ne peut pas? Les Kurdes, ils veulent ça. Mais malheureusement, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent soit des dictateurs religieux, soit des militaires. La Turquie, c'est des dictateurs militaires ou religieux. Ils veulent des États islamistes, sunnites. L'Iran, islamiste, chiite. Et les Kurdes, c'est des laïcs. Ils veulent le droit pour les femmes, pour les minorités, pour les langues, pour les religions, etc. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Et tout le monde est contre les Kurdes. D'ailleurs, la Turquie, pourquoi attaque Vous pensez qu'ils ne veulent pas justement d'un État kurde, parce que tout simplement, c'est des laïcs, parce qu'en fait, c'est un peuple laïque, c'est juste pour ça? Non, il a ça parce qu'en fait, les Kurdes, ils veulent changer tout. C'est vrai, le Kurde... Qu'est-ce qu'ils veulent changer? Les Kurdes sont sur les 4 pays. En Turquie, ça fait plus de 20 millions. Ils n'ont aucun droit. En Syrie, tout le nord de Syrie, autour de 4 millions. Oui, mais excusez-moi, ils sont sur 4 pays, mais c'est leur pays à eux. Bien sûr, non, mais je dis c'est leur pays. C'est-à-dire, si on règle le problème kurde, on va stabiliser toute la région. On va régler tous les problèmes.
tous les peuples vont vivre. Cette énergie qu'on a, etc., on va se consacrer au développement de nos pays, etc. Donc, c'est vraiment des guerres absurdes. Mais malheureusement, il a les intérêts, comme on a dit tout à l'heure, économiques, les grandes puissances, c'est à court terme. Ils regardent, etc. La Turquie, or, ces dictateurs, on voit actuellement le monde dans quelle situation au niveau de l'environnement, au niveau etc. Tous les problèmes qu'on a, il faut qu'on règle. Il faut soutenir, c'est vrai, ces États dictatoriaux, ils ne vont pas le faire. Il a les intérêts économiques. Mais je pense qu'il faut regarder beaucoup plus loin. Il faudrait qu'on se batte beaucoup plus. Le peuple, excusez-moi, oui. le peuple kurde a eu une opportunité de créer son propre État en 2013. En 1946, il a eu un État. Déjà le premier, je ne savais pas. En 1946, il a eu la République de Mahabad. C'était Qadi Mohammed, mais malheureusement, ils ont fait à Mahabad. À Mahabad, il a eu le drapeau kurde, la chanson, l'hymne national kurde, ça date de cette époque, de 1946. Mais malheureusement, tout le monde, avec les Russes, le père du Shah d'Iran, etc., ils l'ont tué, ils ont massacré. À ce moment, le père du Barzani actuel, Mustafa Barzani, lui, il s'est réfugié avec 10 000 personnes. Il est allé en Russie. Il est resté. Après, quand il a eu la République Qassem en Irak, il est venu. Il s'est battu depuis 1958. Il pensait qu'il y aurait un état de droit pour les Arabes, tous les peuples, les Assyro-Chaldéens, tous les Irakiens. Mais malheureusement, il voulait tuer Barzani, etc. Et après, il a eu les Kurdes ont gagné, mais il a eu Boumediene. Avec le Shah d'Iran. C'est la même similitude encore entre le Kurdistan et les Amazirs d'Afrique du Nord. Bon, voilà. Je voulais juste la prochaine question. Mais ce que je veux dire par là, pour rester sur le peuple kurde, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2013 pour ne pas avoir saisi cette opportunité? Parce que les Kurdes étaient armés, avaient été connus des instances internationales et du monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas la formation de cet État kurde? Moi, je disais, le drame du peuple kurde, c'est vraiment international. Le Kurde, on ne peut rien reprocher aux Kurdes. Ils sont combattus, ils sont des gens, ils ont l'esprit ouvert. Avec tous les peuples de la région, avec les chrétiens, ils vivent ensemble. Ils sont battus contre Daesh. Vous savez combien plus de 10 000 personnes, des jeunes filles, des garçons, ils sont battus. Ils sont pour qui? Contre le terrorisme, pour l'Occident, etc. Malheureusement, l'Occident, c'est lâche. Ils ont soutenu Trump. Actuellement, le président avec Erdogan, il a acheté quelque chose à Istanbul, etc. Il a lâché les Kurdes. Il a laissé Erdogan envahir Sarikani, etc. Là où, du coup, avec les Russes, c'est des dictateurs, etc. Ils ont soutenu avec les Iraniens, et on est avec des dictateurs. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est pour ça, les Kurdes n'ont pas obtenu le résultat. Même actuellement, c'est pas fini. En Syrie, c'est vrai, ce criminel a été renversé, mais la Turquie, c'est pas fini. Si on n'a pas le soutien international, les Kurdes, on n'aura jamais notre droit. Comment tu peux faire? Toutes les révolutions kurdes, on n'a pas les armes nécessaires. Est-ce que les Kurdes peuvent créer une partie d'un État en Syrie? C'est impossible. En Syrie, non. Je pense, si on regarde actuellement, les Kurdes, tout le monde est content des Kurdes. Que ce soit les Kurdes d'Irak ou de Syrie. Il faut juste demander à n'importe quel Irakien. Vous voulez vivre à Erbil, là où il y a les Kurdes, dans la région kurde, ou à Bagdad. Personne n'aime. Tout le monde va venir chez les Kurdes. Parce qu'il y a la liberté des femmes, des hommes. Vous pouvez entreprendre, il y a le développement là. Il suffit de comparer tout ce qu'il y a. Mais malheureusement, ils ne laissent pas. Parce que ça va les déranger. C'est mieux que l'Iran, c'est mieux que l'Irak, c'est mieux que tout le monde. D'accord. Et ils ne veulent pas. Parce que c'est mieux, c'est des gens, ils ont l'esprit, on ne laisse pas faire. Or, c'est clair, tout le monde le voit, mais malheureusement, on n'a pas ce soutien. Si on n'a pas ce soutien, je ne sais pas comment on peut faire, parce qu'ils ont les dernières armes modernes, avec tout ce que vous voulez, ils ont l'argent, etc. Ils gaspillent pour se battre, surtout tuer les Kurdes. Donc, ils n'aiment pas leur peuple, ni le... D'accord, ok. Arsri, c'est la même question. Pourquoi tous ces États contre le peuple kabyle?
Les États, ce sont des dictatures d'abord, ce ne sont pas des États démocratiques, d'une part. Ces dictatures, oui. Pourquoi ils sont contre les Kabyles comme d'autres États Comme tout à l'heure, Manan disait qu'il y avait une république indépendante. En Afrique du Nord aussi, il y avait des républiques indépendantes. La Kabylie a été indépendante jusqu'à ce qu'elle soit annexée par la France à l'Algérie française. En 1857. Voilà, en 1857. Et au Maroc, il y a pas loin, c'est pas si loin que ça, il y a à peine un siècle, il y a eu une république indépendante du Rif. Du Rif, oui. Voilà, donc ça existe. Les Touaregs, ils ont été indépendants jusqu'à ce que la France, je sais pas, en 1850, vienne les embêter. Voilà. Donc ces peuples-là, ils ont toujours, enfin à un moment donné, ils ont été quand même sur leur terre indépendants. Voilà. Ensuite, donc, c'est ce qui a foutu en l'air de tout cela, c'est la colonisation. Donc, en Afrique du Nord, c'est la France. Hein. Au Proche-Orient, c'est les Anglais et les Français. Voilà. Et donc, depuis, on n'en sort pas, quoi. Maintenant, ces pays-là qui étaient colonisés donc, sont devenus indépendants, mais ils ont laissé le venin, en fait, de la division. En fait, ils ont coupé, ils ont fait des découpages qui n'ont aucun sens de ces peuples-là, qui fait que chaque peuple devient minoritaire chez lui. D'accord, mais en ce qui concerne les Kabyles, les Kabyles ont eu à faire face à plusieurs ennemis à l'intérieur, même après l'indépendance. N'oublions pas que c'est Abdel Nasser qui n'a jamais voulu de Kabyles au pouvoir en Algérie et qui a armé Boumedienne, qui a armé Ben Bella, qui a armé toute cette clique-là, sachant que l'armée à l'intérieur était complètement lessivée, fatiguée. Non. Alors explique-nous. Nasser n'a pas ce pouvoir-là, je suis désolé. Il faut se rappeler que Nasser, il faut se rappeler que Nasser a baissé la culotte devant les Israéliens en 1967 et qui s'est mis à pleurer à la télévision égyptienne. Mais ça, c'est devant les Israéliens. Oui, non, il ne faut pas faire de Nasser quelqu'un qui n'a pas cette grandeur-là, je suis désolé. Qui c'est qui a fourni les armes? La seule raison pour laquelle les Kabyles aujourd'hui ont ces soucis-là avec ce régime-là, c'est qu'en 1962, il y a eu un remplacement des maquisards, des personnes qui ont mené la guerre de décolonisation, donc ils ont mis la France dehors, et ces gens-là ont été écartés par une junte donc, qui est venue de l'extérieur, devenue des frontières, qui était bien armés, donc, parce qu'ils avaient accumulé des armes, etc. Qui les a armés parce qu'il y avait eu quand même des chars. Boumedienne, lorsqu'il est rentré à Alger, il est rentré avec des blindés. Quand même. Oui. Mais ça, il y a quand même, ce n'est qu'un État qui peut fournir ce genre d'armement. L'armée des frontières s'est constituée à partir de 1958. D'accord ? À partir du moment où De Gaulle est venu au pouvoir, ces gens-là ne parlaient que l'après-guerre. D'accord ? Donc, tout l'argent que fournissait la Fédération de France, qui est notamment, enfin, majoritairement kabyle, donc tout cet argent donc, que ramassaient, donc, que cotisaient les Kabyles de France, il allait pour armer l'armée des frontières. Hein. Et ce qui s'est passé en 59, par exemple, quand il y a eu l'assassinat d'Amirouche, il allait justement réclamer des armes. Et parce que les armes n'arrivent pas de Tunisie ni du Maroc. Voilà. Donc ces gens-là, c'est armé des frontières et c'est bien armé pendant plusieurs années. Et en 62, ils avaient vraiment un armement suffisant pour prendre le pouvoir. Donc c'est ça qui est, donc on ne peut pas reprocher à Nasser ou je ne sais pas qui. C'est interne. C'est au niveau de l'Algérie qu'il y a eu une trahison, un coup d'État en 62. Voilà. Et on vit aujourd'hui les méfaits de ce coup d'État. D'accord. Donc, on va passer à une autre question. Hein. Comment nos représentants, les représentants des deux peuples kabyles, peuvent-ils travailler ensemble et améliorer la coopération entre nous pour faire avancer les choses sur les combats et kurdes et kabyles? À mon avis, la tâche elle est lourde, mais on peut arriver parce qu'on a un combat juste. C'est des combats légitimes. Nos deux peuples sont victimes internationales d'une injustice. Or, si on regarde les autres peuples, on doit avoir nos droits nationaux, de pratiquer notre langue, gérer nos affaires, etc. C'est les bases des droits de l'homme. Or, comme on a dit tout à l'heure, plus de 40 millions de peuples kurdes, si on règle, on est obligé. Je pense qu'on a beaucoup d'amis. Malheureusement, les États ne soutiennent pas, ils ont leur intérêt, etc. Mais parmi, on peut trouver. Maintenant, la mentalité change.
Donc ça dépend de nous. Si on est, à mon avis, il faudrait qu'on s'organise beaucoup mieux, faire des débats sur des thèmes, des faits. Ce qu'on dit, c'est des faits, c'est pas du baratin, c'est des vérités historiques. Hein. Or, si on aide, nous, on peut le faire. Il faudrait qu'on choisisse parmi nous les meilleurs. Moi, personnellement, je suis apolitique. Donc, je vais dire la vérité. Hein, c'est vrai, il y a les partis politiques qui peuvent être un peu partisans de nous. Il faudrait qu'on trouve des gens apolitiques qui connaissent bien l'histoire, qui connaissent bien l'histoire de la région, de l'Europe, des États-Unis, etc., pour qu'on ait des amis qui soutiennent. C'est une cause juste, hein, légitime pour nos deux peuples. Et je pense qu'on peut arriver. Il suffit qu'on s'organise. Il faudrait qu'on se voit. C'est vrai, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais personnellement, je suis prêt. Hein, et je suis optimiste. On peut y arriver. Il suffit qu'on choisisse les meilleures personnes qui maîtrisent bien les langues, l'espagnol, l'allemand, le français, l'anglais, etc. L'arabe, pour expliquer, même aux Turcs, à tous nos voisins. On est des voisins, parmi eux, il y a des gens qui sont bien. Ce qu'on défend, c'est une cause juste. Non, on n'est pas contre eux. Hein, on va vivre ensemble en paix, tout le monde, pour développer nos pays. D'accord, merci. Arsrey, quelle est, selon toi, ta vision? Comment peut-on coordonner nos actions pour qu'on puisse travailler main dans la main, ensemble, Kabyle et que le peuple kurde, et faire aboutir notre combat à quelque chose? En fait, avec les Kurdes, donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit, qui sont identiques. Donc, on a le même problème, en gros. Hein. Bon, les Kurdes, ils ont la Turquie qui les empêche un peu, donc, par sa position importante donc, dans la géopolitique régionale, qui empêche donc les Kurdes de s'émanciper. Et en Algérie, c'est le pétrole qui pose problème. Quoi. Voilà, le gaz et le pétrole algérien, ça pose problème à l'Europe. Voilà. Donc, nous, il faut qu'on explique donc, à ces pays démocratiques, donc occidentaux en général, hein, que l'avènement d'un État kurde au Proche-Orient, ça ne peut qu'amener de la stabilité dans la région. Ça ne peut que faire développer. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans les peuples même, quand on parle de peuples, quand on parle des peuples saoudiens, par exemple, du peuple iranien, ils ne supportent pas du tout l'état qu'ils vivent actuellement. La jeunesse saoudienne ou la jeunesse iranienne ne sont pas du tout contents du mode de vie qu'ils ont actuellement. Et donc là, nous, ce qu'on peut apporter, c'est de dire que autant au niveau du Kurdistan, autant au niveau de l'Afrique du Nord, en Kabylie, l'émergence d'un État indépendant, laïque, moderne, etc., ne peut qu'apporter une stabilité, un développement culturel, économique dans toute la région. Et je pense qu'elle peut faire aussi tâche d'huile, parce que si au Kurdistan, il y a un État moderne, laïque, et on a vu, donc ils l'ont montré, les Kurdes, par l'engagement de la femme kurde, par exemple, par la laïcité. Donc, tout ça, c'est des points importants qui font que ces États-là ne peuvent qu'apporter du bien à la région. D'accord? Et donc, tous les petits dictateurs de Saddam, etc., vont tomber automatiquement. Du côté de l'Afrique du Nord, c'est pareil. J'espère que là, en ce moment, il y a au Mali des choses qui se passent, et j'espère que ça va évoluer assez vite. C'est l'Azawad qui revendique son indépendance, et c'est important. L'Azawad, c'est un peu comme les peuples kurdes, donc c'est un peuple touareg qui se retrouve coupé, donc qui se trouve au Mali, quoi. Bon, et donc l'avènement d'une république de l'Azawad et de la Kabylie ne peut qu'apporter de bonnes choses dans toute la région. Ça va permettre aux gens une ouverture d'esprit pour dire voilà, on n'est pas contraint absolument de subir l'arabo-islamisme, mais on peut vivre comme des États modernes avec des jeunes qui n'ont pas que seul objectif d'aller travailler en Europe, d'aller se faire exploiter par les pays européens, mais plutôt des gens qui vont avoir un avenir dans leur pays, qui vont étudier, on a toutes les ressources économiques, énergétiques et intellectuelles, si vous voulez, pour qu'il y ait une vie viable, tout à fait. D'accord, ok, merci. Dans nos pays. Voilà. Totalement par coïncidence. Hein. Par coïncidence, tu as répondu à la prochaine question. Ouais. Par contre, tu n'as pas répondu à la question que je t'ai posée. Comment peut-on travailler ensemble? Nos actions, oui, absolument. Nous, en fait,
je pense, bon, au niveau de notre organisation, donc HRTK, on a déjà entamé pas mal de contacts avec des différents groupes. Hein, donc, autant les groupes donc, kabyles qui sont non seulement en France, mais qui sont aussi dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, au Canada. On travaille aussi avec d'autres peuples, avec les Kurdes, avec les Ouïghours, avec les Tibétains. Donc, non, entre nos deux peuples, entre nous, les Kurdes et les Kabyles. Oui, non, nous, on est ouverts. Donc, on est ouverts, on travaille avec tout le monde. D'accord, bon, voilà. Maintenant, évidemment, avec les Kurdes, je sais que les Kurdes sont bien implantés en France. Hein, bon, même si l'immigration kurde en France est plutôt arrivée plus tard, minoritaire par rapport. Voilà. Je ne peux que féliciter les Kurdes de France pour avoir donc cette activité, cette organisation. Donc ils sont bien organisés et je pense que en travaillant ensemble, on peut s'enrichir mutuellement. Voilà. Donc on est ouvert effectivement donc à travailler ensemble, à mener différents types d'actions pour faire progresser notre cause. Oui, absolument. Non, je pense que là c'est pour ça. Là, notre organisation, c'est le comité de. Moi, je suis coordinateur du comité international. Parce que la diaspora kurde, on a pas mal. On a aux États-Unis, au Canada, en Australie. C'est pour ça moi, j'ai déjà contacté. On a pas mal de personnes, des gens vraiment cultivés, etc., qui ont pris conscience qu'on a une injustice internationale contre notre peuple. Donc, personne ne peut nier. Hein? On est victime de cette injustice. Donc, tous ces États sont des États artificiels. Donc, pour la question finale, est-ce que si on a nos droits, ça va changer quelque chose ou ça va empirer? Donc, ça va améliorer. Pourquoi ça va améliorer? Si on prend le cas des Kurdes, actuellement, on a, donc, comme on a dit, on est en Syrie, on est en Turquie, on est en Irak, on est en Iran. Seul le peuple kurde que peut régler, parce que c'est un peuple qui est ouvert, il est laïque, il a pour les droits des femmes, de l'environnement, etc. Donc, il exige des états de droit. Hein? Si on a des états de droit, on respecte les langues de tous les peuples, pas seulement les Kurdes, pas pour les Kurdes seulement, pour les Assyriens, les Chaldéens, les Juifs, les Arabes, les Turkmènes, les Azaris. En Iran, vous savez, il y a combien de peuples? Il a les Kurdes, les Balouches, les Azaris, les Pashtuns, il a les Persans, il a les Arabes, il a tous ces peuples. Ils sont devenus, ils n'ont pas le droit. Donc seuls les Kurdes, ils peuvent régler. C'est pour ça, si c'est réglé en Syrie, pour le moment, heureusement, l'Irak qui catalyse un peu. On voit déjà les Kurdes, comment ils font. Tout le monde aime vivre à Erbil qu'à Bagdad. Si on règle en Syrie actuellement, j'espère que ce sera réglé, c'est contagieux. Ça va aller en Turquie et après en Iran. Donc si on règle, on va stabiliser toute la région. C'est dans l'intérêt. D'abord, pour la région, ça va la prospérité. C'était l'histoire d'humanité. Comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Sumérie, là, il y a eu la découverte de l'écriture, la Mésopotamie, Babel, etc. Les civilisations ont commencé ici. Donc, on peut faire plein de choses. Ensuite, au niveau d'humanité, au niveau international, donc, que ce soit les grandes puissances, ils ont un droit moral de nous aider pour regardez le problème qu'on a de l'environnement, tous les problèmes des guerres, etc., tout ça sera éliminé parce que les guerres absurdes, regarde l'Iran, toute la richesse qu'ils ont. Ils ont détruit le Liban, la Syrie, l'Irak, ils ont tout brûlé. Et le peuple iranien, c'est où? C'est dans la misère, comme l'Algérie. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Si on règle ces problèmes, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il faut qu'on soit soutenu. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on se batte au niveau de nos amis. On a beaucoup d'amis. Hein. C'est vrai, c'est pas même les États, il y en a. Ils disent qu'on ne peut pas, mais je pense qu'ils sont conscients. Hein, comme il y a pas mal, on a maintenant pour le peuple kurde, ils sont conscients qu'il faut aider les Kurdes pour régler ces problèmes. Est-ce que le peuple kurde a pour aspiration de créer son propre pays, d'avoir son propre pays, donc actuellement non reconnu, qui est le Kurdistan, mais non reconnu par la communauté internationale, est-ce qu'elle a vocation à être totalement indépendante et récupérer tout son territoire? Ça, c'est une utopie. Non, les Kurdes n'ont jamais voulu. Ils veulent des états de droit en Syrie, en Turquie, en Iran, en Irak. Comme actuellement, regardez l'Europe. Il y a un ensemble. Ils ont créé la communauté européenne. La circulation, la monnaie, les trains, les voies ferrées, etc. Il faut faire quelque chose de comme ça. Les Kurdes, ils n'ont jamais voulu enlever les frontières. Ils veulent avoir des états de droit. S'il y a des états de droit qui respectent, les Turcs respectent les Arabes, les Kurdes, etc., on peut vivre ensemble.
On enlève les frontières. Actuellement, en Syrie, tu ne peux pas aller en Turquie. Tu as des murs, tu as barbelé. Tu traverses, tu es tué. En Iran, vous savez combien de personnes qui meurent entre l'Iran et l'Irak? Ça s'appelle les pauvres, ils portent sur leur dos, etc., pour vivre. Des marchandises, etc. Si on enlève, c'est réglé. Donc les Kurdes n'ont jamais voulu de supprimer toutes les frontières. On peut donc ils n'aspirent pas à un État. Non, il a un seul État indépendant. C'est impossible. Personne ne voudra. Donc ils veulent des États de droit. S'il y a un État de droit en Irak, un État de droit en Iran, en Turquie, en Syrie, c'est fini, c'est réglé. D'accord. Mais c'est un peu exactement ce que nous on demande. Il y a des gens qui nous opposent le fait de dire bon, pourquoi on demande la dépendance de la Kabylie. Bon, sauf que la Kabylie, c'est une entité homogène, donc avec sa culture, sa langue, etc., son histoire. Bon, rien ne nous oppose à cela. Une indépendance des gens du Sud, des autres régions de voilà. Enfin, la Suisse, c'est bon, le summum, c'est l'idéal. Mais il n'y a pas que la Suisse. En Espagne aussi, les gens sont assez respectés. Voilà. Et donc, en Algérie, en Afrique du Nord en général, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie, voilà. Le fait qu'il y ait un peuple comme le peuple kabyle qui obtient sa indépendance, ça ne peut qu'apporter du bien. Et puis, les autres peuples, donc, ils y viendront le moment venu. Aujourd'hui, bon, les Chéhous, par exemple, les Mouzabites ne sont pas prêts à demander leur indépendance, eh bien, il arrivera le jour où la Kabylie sera indépendante et montera le chemin d'un pays démocratique, moderne, etc. Et ben, c'est tous ces pays-là, tous ces peuples-là, donc amazirs d'Afrique du Nord, vont aussi demander leur indépendance. Voilà. Et puis, vont faire en Afrique du Nord des États, donc respectant les droits de chacun, voilà, vivant totalement en harmonie. Voilà. Ils collaborent. Absolument. Actuellement, il y a l'Espagne, il y a la France, il y a l'Italie, mais ils collaborent pour l'intérêt commun. Donc c'est comme ça. Donc, les Catalans, il y a des Catalans en Espagne et des Catalans en France. En France, oui. Les Basques, c'est pareil. Sauf que les Catalans demandent leur indépendance. Non, mais ils demandent. En fait, ils demandent plus d'autonomie. Ils demandent, etc. Ça, c'est sûr. Mais je pense. Ils ont demandé leur indépendance. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. On ne peut pas supprimer ces frontières. Il faut être réaliste dans ce qui demande des Kurdes actuellement, des États de droit. Par exemple, en Syrie, ils n'ont jamais dit on va supprimer les frontières. Donc, on fait qu'on ait notre langue, qu'on gère nos affaires, etc. Mais on respecte les autres, les Arabes, les chrétiens, les Turkmènes. D'accord. En Irak, c'est pareil, ce qu'ils ont fait. En Turquie, ce qu'ils demandent. En Iran, c'est la même chose. Mais après, si un jour, ça arrive... ça, on ne sait pas, c'est plus lointain, mais les Kurdes ne demandent pas jusqu'à maintenant. Ils demandent des États de droit. Laïques, non religieux, que tout le monde puisse vivre ensemble. D'accord, parfait. Merci bien, monsieur. Nous arrivons au terme de cette émission. En tout cas, je vous remercie d'être venu et j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour discuter et puis venir nous voir à RTK. Si vous permettez, je pense... Oui. C'est notre responsabilité d'expliquer. Parce que c'est vrai, jusqu'à maintenant, on ne se connaît pas. Les gens ne connaissent pas l'importance, l'impact de la solution. Si on résolve le problème kurde au Berbère, quel est l'impact au niveau international, au niveau régional? Ça, c'est notre rôle. Nous, surtout nous, on a de la chance, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai de la chance de parler la langue, etc. On peut expliquer à des Anglais, à des Espagnols, à des Français, des Arabes, etc., de nos amis, de comprendre ce qu'on défend. Ce n'est pas contre eux. C'est pour la justice, pour l'intérêt commun, même mondial. Donc, on n'est pas des fascistes, on n'est pas des criminels. Loin de là. Mais il faudrait qu'on s'organise un peu mieux. On a pas mal d'amis aussi. Moi, j'ai vu en France, on a pas mal d'amis. Mais il faudrait qu'on soit efficace. Si on est sérieux, documenté, etc., on aura beaucoup d'amis. C'est vrai, la tâche est lourde, c'est pas facile, parce que maintenant, les États, ils ont leur intérêt, ils ont leur... etc. Mais il faut se battre. D'accord, ok, merci bien. Juste un petit, très court, s'il te plaît, un petit dernier mot, parce que là, on est vraiment pris par le temps.
Je pense quelques mots. Oui, je pense qu'il faut tenir compte de la conjoncture actuelle, donc il y a une mouvance globale donc dans le monde entier où les équilibres sont en train de se refaire. Hein. Donc il faut que nos peuples saisissent cette opportunité-là pour justement imposer nos points de vue aux peuples aux États démocratiques occidentaux qui ne veulent pas nous entendre. Bon, de leur dire voilà, c'est le moment maintenant de penser à autre chose et puis de donner d'aider à la libération de ces peuples-là qui sont opprimés aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci énormément. Écoutez, je veux encore une fois, j'espère qu'il y aura d'autres émissions comme ça parce que c'est quand même assez passionnant. Et quant à moi, je dis à nos téléspectateurs kurdes ou kabyles, merci de nous avoir suivis. Et puis, il y a beaucoup encore de travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis prêt. On va faire le maximum ce qu'on peut. Merci bien. À la prochaine fois.